Bienvenue à ce journal. Bonjour à tous. Merci de nous suivre. Le nouvel ambassadeur de France au Mali, Jules Iberson, a présenté ses lettres de créance au président de la République par intérim. À noter qu'Iberson était militaire diplômé de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure de France. Djonkouda Traoré a également reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Royaume du Danemark, Garli Anderson, un spécialiste des questions politiques. Serra Batili nous les présente. C'est un militaire qui répond désormais au nom de la France au Mali. Gilles Iberson, 52 ans, est diplômé de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure de France. Il a donc en poche un brevet de l'enseignement militaire supérieur. Le conseiller des affaires étrangères, jusque-là chef de la mission Mali-Sahel au Quai d'Orsay, a été également directeur du cabinet des Outre-mer et des collectivités locales. Gilles Iberson, officier d'active, a occupé le poste de responsable lutte antiterrorisme au niveau des affaires stratégiques de sécurité et du désarmement avant de travailler dans plusieurs sociétés. Le nouvel ambassadeur du Royaume du Danemark, lui, est un terrain connu puisqu'il était jusqu'à sa nomination le chargé d'affaires à l'ambassade du Danemark à Bamako depuis 2011. Anders Garli Andersen, 46 ans, est un polyglotte titulaire d'un master en sciences politiques, études de développement. Le diplomate a également servi au Soudan, à Djibouti, en Birmanie, au Cambodge et à l'Union africaine comme conseiller puis ambassadeur. Jeune expert auprès de l'ONU en Amérique du Sud et à La Haye, Anders Garli Andersen était le chef de section du département développement, ensuite de politique de sécurité, toujours au ministère des Affaires étrangères à Copenhague. Tenue de la réunion du comité de suivi de la feuille de route du gouvernement à la primature, les membres du comité ont examiné 3 rapports relatifs à la situation sécuritaire et économique du pays ainsi qu'à l'organisation des élections. Le reportage de Adama Kodjo. 3 rapports sont soumis à l'examen des membres du comité de suivi de la feuille de route du gouvernement. Il s'agit des rapports élaborés par les commissions en charge du suivi du processus électoral, de la défense et de sécurité et de l'économie. Des mesures sont en train d'être mises en œuvre pour que le tissu social puisse être remis en bon état. C'est une action de longue haleine probablement qui ne pourra pas être entièrement résolue pendant la transition, mais les actions importantes sont en train d'être menées au niveau du gouvernement pour la réalisation d'infrastructures, en particulier dans les zones où les infrastructures ont été particulièrement détruites. Et on a beaucoup parlé effectivement du problème des indemnisations. Et le Premier ministre a donné des directives claires. Une loi d'orientation a été prise déjà pour régler ce problème d'indemnisation. Le décret d'application de cette loi est dans le circuit. Pour le respect du calendrier électoral, d'intenses activités sont menées par le ministre en charge de l'administration territoriale et le comité compte l'implication de tous les acteurs pour réussir le processus électoral. Nous avons un comité interministériel de suivi du processus électoral qui a été mis en place, présidé personnellement par le Premier ministre et qui va régler tous les problèmes de détail, des problèmes techniques et des problèmes d'arbitrage dans la conduite du processus électoral. Donc la coexistence entre ce comité interministériel et le comité de suivi de la feuille de route ne pose véritablement pas problème. Une bonne nouvelle quant à la défense et la sécurisation du territoire national. Boubacar Sow annonce que d'ici mi-mai, aucune portion du territoire ne sera sous occupation de forces rebelles. Cependant, il subsistera des problèmes de sécurité qu'il faut résoudre. Et ces problèmes de sécurité ont été abordés par le ministre de la Sécurité intérieure et à travers le déploiement progressif des services de sécurité et au niveau des chefs-lieux de région. Et cette action va se poursuivre au niveau des cercles et des arrondissements. L'examen du rapport de la commission communication et mobilisation sociale et action humanitaire est renvoyé à la réunion prochaine du comité. Le président de l'Assemblée nationale par intérim a reçu une délégation des pionniers du Mali. Le commissaire Mohamed Doumbia et ses camarades étaient venus soumettre à Younessi Touré le projet d'institutionnalisation de leur association et son retour probable dans les écoles. Mohamed Doumbia, à sa sortie d'audience, est au micro de Nando Dambeli. On était venu pour échanger au fait sur quelques points. C'est surtout pour le retour de l'éducation pionnière à l'école. Car on s'est dit, après une analyse, on s'est dit que la situation que nous vivons aujourd'hui est due, c'est vrai, il y a plusieurs facteurs, mais quelque part, il y a une perte de valeur
une perte de nos valeurs qui est à la base, une perte de notion de civisme, de citoyenneté et même de patriotisme qui est là. Donc voilà pourquoi on était venu solliciter le président pour voir comment cette éducation pionnière peut retourner à l'école. Et en plus, on a entamé une campagne de sensibilisation sur la connaissance et la compréhension des emblèmes de la République, et notamment le drapeau et l'hymne. Car on constate que, je me permets de le dire, une sorte de profanation de ces emblèmes au sein de la nation. Le Mali et ses partenaires tentent de trouver une solution à l'épineuse question de la problématique de l'accès des populations à l'eau potable. Une question cruciale puisqu'on estime à 200 000 mètres cubes le déficit de production d'eau à Bamako. Une table ronde a débuté en ce sens hier matin. Il s'agit donc pour les deux parties de relancer le projet de financement du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de Kabala. Le projet nécessite un financement de près de 165 milliards de francs CFA. Mohamed Diarra les détails. Le gouvernement du Mali et ses partenaires financiers ensemble pour donner de l'espoir à des milliers de personnes toujours privées d'eau potable à Bamako. La situation s'est aggravée en cette période de canicule. On estime à 200 000 mètres cubes le déficit de production d'eau à Bamako. Une situation qui s'explique par la forte croissance de la population. Cette table ronde vise à relancer le financement de l'ambitieux projet d'alimentation de la ville de Bamako en eau potable à partir de Kabala. Le projet nécessite un financement de près de 165 milliards de francs CFA, toutes composantes confondues. La station qui sera installée à Kabala, les ouvrages de stockage, les châteaux et les réseaux de distribution d'eau aux populations. C'est la crise politico-sécuritaire qui a freiné les travaux de construction de la station de pompage de Kabala. Les bailleurs ayant suspendu leurs appuis financiers, ce qui a entraîné un déficit d'investissement de plus de 60 milliards de francs CFA. Vous comprendrez que la présente rencontre est d'une grande importance pour mon département, car elle doit marquer le début de la concrétisation d'un autre rêve, en traçant le chemin vers la réalisation d'un projet fort longtemps attendu depuis près de 15 ans. Par la population de la ville de Bamako et environ. En attendant la fin des travaux de la station de Kabala, le gouvernement a pris des initiatives pour faire face au déficit actuel d'approvisionnement en eau potable des quartiers périphériques de Bamako, avec la construction de stations compactes à Missabougou et à Kalabankoro. La fin des travaux est prévue courant cette année. Cette initiative du gouvernement du Mali bénéficie de l'appui des partenaires techniques et financiers, qui affichent de bonnes intentions de financement. La réussite de cette réforme institutionnelle permettra davantage de transparence et d'efficacité. Elle demeure le plus grand défi à finaliser au cours des prochains mois. Nous, PTF, nous assurons, Monsieur le ministre, de notre soutien constant pour l'achèvement de ce processus. Avec cette table ronde, c'est un nouveau départ dans les relations de partenariat entre le Mali et ses partenaires. Toguna Agro-Industrie accroît sa part de marché dans la sous-région. Cette usine malienne va fournir 40 000 tonnes d'engrais au Bénin pour un coût total de plus de 15 milliards de francs CFA. Une convention a été signée lundi dernier dans ce sens entre le ministre béninois de l'Agriculture et le PDG de Toguna Agro-Industrie. Les premiers camions ont quitté Bamako pour Cotonou en présence de notre reporter Bourama Traoré. C'est un point de plus que vient de marquer Toguna Agro-Industrie. L'usine va fournir 40 000 tonnes d'engrais au Bénin pour la campagne cotonnière 2013-2014. Le coût de l'opération est évalué à plus de 15 milliards de francs CFA. Toguna Agro-Industrie accroît ainsi sa part de marché dans la sous-région. C'est à 18h40 ce mercredi que les premiers camions ont quitté Bamako direction Cotonou, la capitale béninoise. Et la société s'est dit déterminée à réussir le pari. Nous nous sommes engagés à livrer les engrais dans de bonnes conditions et nous allons nous en tenir. Aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à l'effort des autorités du Bénin et du Mali, nous avons vu partir les premiers camions pour le Bénin. Nous osons espérer que les choses se passeront bien sur la route et s'il plaît à Dieu, nous allons respecter les délais contractuels
Le délai contractuel est fixé à 2 mois. Pour la campagne agricole 2013-2014, le Bénin voit grand. Le pays de Yayi Boni projette d'atteindre 600 000 tonnes de coton graine contre 240 000 tonnes la campagne écoulée. Un objectif ambitieux dont l'atteinte dépend en partie de la disponibilité des engrais. Et le choix de Toguna Agro-Industrie pour mener cette opération a bien des explications. Le chef de l'État, il le dit souvent, il faut que l'Afrique parle à l'Afrique. Voilà une manifestation concrète. Nous avons lancé un appel d'offres international et le chef de l'État a préféré qu'on prospecte d'abord la sous-région. Vu la capacité de Toguna, il a soumissionné et le conseil a été unanime qu'on fasse confiance au Mali. Le Bénin vient donc rallonger la liste des partenaires de Toguna Agro-Industrie. La société a fait ses preuves dans 7 autres pays du continent. Preuve de son sérieux, de son savoir-faire, reconnu et apprécié. C'est la loi du marché qui a joué ici. Ce n'est pas pour les beaux yeux d'un opérateur économique que le gouvernement du Bénin s'est levé et puis dire bon voilà, je viens là. C'est vrai qu'il y a une préférence qu'il faut avoir et l'appel d'offres a été lancé. Et Toguna a soumissionné, il a emporté dans des conditions de transparence requises. Par ailleurs, les 40 000 tonnes d'engrais ont fait l'objet de la signature d'une convention entre le ministre béninois de l'Agriculture et le PDG de Toguna Agro-Industrie. Une convention qui a été signée le lundi dernier. Journée d'échange sur la gestion des finances publiques. Les agents du bureau du vérificateur général et les représentants des structures de contrôle des finances partagent leur expérience pour l'amélioration de la gestion des finances publiques. Au menu des travaux, 4 communications, dont une relative à la synergie d'action entre les intervenants du secteur. Ramata Konate, compte rendu. Comment construire un partenariat solide pour améliorer la gestion des finances publiques? Le bureau du vérificateur général et les structures de contrôle en font leurs préoccupations. Les deux parties échangent sur la synergie d'action entre les organes de contrôle et le système de contrôle de 3 structures, notamment la section des comptes de la Cour suprême, le contrôle général des services publics et le bureau du vérificateur général. Ce rendez-vous des gestionnaires, selon son initiateur, a un double enjeu. Il est stratégique dans la mesure où il prouve la cohésion d'ensemble de la politique de notre pays face d'une part aux préoccupations de nos concitoyens qui ne comprennent pas toujours notre système de contrôle et d'autre part à celle de nos partenaires techniques et financiers qui imaginent et encouragent plus de concertation entre nos structures de contrôle. L'enjeu est aussi technique parce que notre collaboration permet d'atténuer substantiellement les possibles redondances du contrôle et de cultiver l'efficacité et l'efficience d'une démarche raisonnée du contrôle. Ces échanges devront donc permettre à ces acteurs de mieux explorer leur champ commun, à savoir le fonctionnement, la gestion administrative, financière et comptable des services et organismes publics. Cela en vue de fédérer les efforts de lutte contre la mauvaise gestion. Quittons Bamako pour Gao, où plus de 20 tonnes de matériel de guerre ont été saisies sur le théâtre des opérations de la région et dans ses environs. Des matériels qui constituent la moisson de plusieurs mois de patrouille des forces présentes sur le terrain appuyées par l'opération Serval. Brice Akone. Depuis le début des opérations militaires, les forces présentes sur le terrain multiplient des patrouilles à la recherche d'éventuels djihadistes et d'armement. C'est au cours de ces opérations que des armes de destruction massive ont été saisies. Cette présentation vise à informer l'opinion nationale et internationale de l'effort déployé par nos forces armées et leurs alliés. Tout ce qu'on vous a montré suffisait pour détruire les bâtiments, pas seulement au nord, mais partout sur le territoire du Mali. Vous allez voir le reste des bombes et roquettes de l'autre côté. Et les munitions que nous avons ici pouvaient tuer 2 fois tous les Maliens. On a assez de munitions ici
pour pouvoir tirer 2 fois sur tout un Malien. Ces butins de guerre sont entre autres des armes comme les PM et les carabines, les mitrailleuses lourdes telles que les 12-7, 14-5 et les armes de DCA ZU-23, des obus de LRM, des roquettes de BM-21 à portée de 20 km, des mortiers de 82 et de 60 mm, de nombreuses munitions parmi lesquelles des canons de 37, 7,62, 12,7, 14,5 mm et les racés, des grenades offensives et défensives, sans oublier des ceintures explosives et des bombes artisanales. Les ceintures explosives que les djihadistes utilisent, c'est mélangé avec des poudres de TNT. Et même qui préparent ça, poudre de TNT, les billes pour le déroulement des véhicules, les grains, les morceaux de grains, ils les remplissent à la dent, ils mettent un cordon détonnant, les détonateurs électriques, après ils mettent une charge qui permet de les alimenter. C'est la première fois qu'on voit ici, dans ce pays, des explosifs en gel qui ont été récupérés sur le terrain, au niveau du Gourma, avec un certain nombre de détonateurs électriques. En plus de ces armes et munitions, des véhicules tout-terrain et de nombreux pneus ont été récupérés. Point final à ce jour.